La famille royale britannique est un sujet d'attraction dans le monde entier. Des millions de touristes affluent au Royaume-Uni et à Londres toute l'année pour visiter de nombreux sites historiques associés à la monarchie. Leurs vies sont constamment exposées dans les médias, couvertes et spéculées par les journaux nationaux et dramatisées dans des adaptations télévisées comme The Crown de Netflix. Les histoires d'amour sont sans doute les aspects les plus suivis de la famille royale. Les relations, les tragédies, les bébés et les mariages royaux. Le mariage du prince William et de Catherine Middleton, par exemple, a attiré 36,7 millions de téléspectateurs au total. Cette passion pour la famille royale a été favorisée par l'émergence des réseaux sociaux et d'Internet. Cependant, elle était présente plus d'un demi-siècle auparavant, à l'aube du règne de la défunte reine. L'histoire du roi George VI et de la reine Élisabeth, la reine-mère, est une histoire d'amour et de devoir. Leur mariage en 1923 a marqué le début d'un partenariat caractérisé par le respect et l'affection. Le soutien indéfectible d'Élisabeth a été crucial pour George VI, en particulier après son ascension inattendue au trône en 1936, à la suite de l'abdication de son frère Édouard VIII. Malgré ses réticences initiales et son bégaiement, les encouragements et le dévouement d'Élisabeth l'ont aidé à s'acquitter de ses fonctions royales et à renforcer sa confiance en lui. Ensemble, ils ont apporté un fort sentiment de stabilité et de continuité à la monarchie britannique pendant les années tumultueuses de la Seconde Guerre mondiale et au-delà. Leur lien était à la fois une source de force personnelle pour George VI et la pierre angulaire de leur service public, ce qui les attachait profondément au peuple britannique. Ce qui suit est le voyage qui explique comment leur romance et leur dévotion se sont développées et ce qui a finalement mis fin à l'histoire d'amour royale d'Élisabeth et George. L'histoire d'amour royale, Élisabeth et George. Prince Albert est né à l'hiver 1895, deuxième fils aîné du roi George V et de Marie de Teck. Terrorisé par son père et éclipsé par son frère aîné grégaire et héritier du trône, Édouard, Bertie est devenu une figure timide et discrète. George VI était un enfant calme et réservé. Il n'était pas aussi nerveux que son frère aîné, Édouard. Il entretenait des bonnes relations avec ses frères et sœurs, mais il était plus proche de son père. Il préférait une vie tranquille à la campagne, à l'abri des regards du public. Les maladies et le manque de confiance en soi ont tourmenté l'enfance de Bertie. Le jeune prince a souffert de l'indignité de porter des attelles pour corriger ses genoux. Et à l'âge de 8 ans, il a commencé à bégayer. Une affection qui le hantera pendant la plus grande partie de sa vie. À l'opposé de son frère Édouard, Albert, connu comme Bertie, était timide et réservé. Moins charismatique, moins élégant et moins populaire auprès des femmes, il contrastait avec le caractère sociable de son frère. La relation d'Édouard avec son frère cadet, Bertie, était très chaleureuse quand ils étaient plus jeunes. Il n'y avait pas grand-chose entre eux en termes d'âge, et ils ont grandi en étant les meilleurs amis. Cependant, en grandissant, leurs différences se sont accentuées. George préférait une vie discrète et privée, se montrant plus réservé dans son image publique. Contrairement à son frère aîné Édouard, plus charismatique et glamour. Il manquait de confiance en lui, en grande partie à cause de son bégaiement. Aujourd'hui, des psychologues expliquent ce trouble par la relation tendue que les enfants royaux entretenaient avec leur père, le roi George V.
En grandissant, le jeune Bertie avait été presque terrifié par son père et par les attentes que celui-ci lui avait imposées. George V était un patriarche très strict et distant, attaché aux idées victoriennes, selon lesquelles les enfants devaient être vus et non entendus. Cette froideur, partagée par son épouse Marie, rendit sa relation difficile avec ses deux fils aînés, Édouard et George. On avait vraiment l'impression que chacun avait été élevé dans le sens du devoir. L'idée que le devoir constituait le fondement des obligations d'un prince royal était quelque chose qu'il a travaillé intensément. Jeune homme, Albert a fréquenté le Royal Naval College de Dartmouth et au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, il a été envoyé à bord du Collingwood et a participé à la grande bataille navale de Jutland à l'été 1916. Le prince Albert est ainsi devenu le premier membre de la famille royale à servir les lignes du front en plus de 200 ans. Une distinction qui sera grandement admirée durant son règne. Il fut le premier de sa famille à servir activement pendant la Première Guerre mondiale et respecter profondément l'armée. S'il n'était jamais devenu roi, il aurait été l'une de ces figures de la famille royale qui aurait toujours été appréciée. Bien que son bégaiement rendait la parole en public difficile, il se montrait à l'aise et épanoui dans la vie privée. Il manquait de confiance en lui. Il était moins sociable que sa famille et il était plutôt réservé. À cet égard, nous pouvons comprendre pourquoi, plus tard, il serait plus réticent à devenir roi. En tant que personnage, il était beaucoup moins susceptible de devenir roi qu'Édouard, car il ne semblait pas très à l'aise en présence des autres. Sans liberté, il ne peut y avoir de paix durable. Et sans paix, pas de liberté durable. Né en deuxième ligne pour accéder au trône, ses parents lui ont inculqué le sens du devoir dès son plus jeune âge. Le 4 juin 1920, le roi George V a conféré le titre de duc d'York à Bertie. Il a donc commencé à assumer de plus en plus de fonctions royales. Représentant son père, Bertie a acquis le surnom de prince industriel, car il visitait souvent les mines de charbon et les usines, s'intéressant vivement au travail industriel. Cependant, le bégaiement du prince Albert est rapidement devenu une source d'embarras majeur pour lui, ainsi que pour la famille royale. Le roi George V était régulièrement frustré par l'affliction de son fils. Bertie allait bientôt commencer à chercher une épouse qui pourrait l'aider à porter le lourd fardeau de la vie royale et à répondre aux attentes de sa famille. Élisabeth Angela Marguerite Bose-Lyon était la plus jeune fille et la 9e des 10 enfants de Claude Bose-Lyon, lord de Glamis, futur 14e comte de Strathmore et Kinghorn, et de son épouse Cecilia Cavendish Bentinck. Elle a passé son enfance à St. Paul Waldenbury, dans le Hertfordshire, au nord de la capitale. C'était la maison de campagne de ses parents. Quand son père a hérité de son comté en 1904, elle est devenue Lady Elizabeth Bose-Lyon. Elisabeth a apprécié son enfance, contrairement à son mari. C'était une période de bonheur, de plaisir et remplie d'un profond sentiment d'amour et de sécurité. La mère de Lady Elizabeth a encouragé l'éducation artistique et culturelle de ses enfants. Elle a fait ses études à la maison et à l'âge de 10 ans, elle parlait couramment le français. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, le jour de son 14e anniversaire, le château de Glamis est devenu un hôpital. Lady Elizabeth était trop jeune pour travailler comme infirmière, mais elle a participé au travail social auprès des patients. En plus de prendre soin des troupes, Lady Elizabeth a également joué un rôle important dans le sauvetage du contenu du château lors d'un grave incendie le 16 septembre 1916. 2 soldats ont découvert un incendie dans une pièce située sous le toit du château.
Alors qu'ils couraient pour tirer la sonnette d'alarme, la première personne qu'ils ont rencontrée était Lady Elizabeth, qui est restée calme et a immédiatement téléphoné aux sapeurs-pompiers locaux et à Dundee. Elle a ensuite rassemblé tout le monde pour combattre l'incendie et a organisé une chaîne pour apporter des seaux d'eau de la rivière. Plus tard, alors que le feu faisait rage au-dessus d'eux, elle a organisé le retrait des objets de valeur sur la pelouse. L'un des soldats qu'elle a soignés a écrit dans son carnet d'autographes qu'elle devait être décorée, dessinée et logée. Décorée avec des diamants, dessinée dans un carrosse et logée dans la plus belle maison du pays. Elle a respecté la maxime de sa mère selon laquelle « le devoir est le loyer que vous payez pour la vie ». Lady Elizabeth n'était pas particulièrement à la mode ni d'une grande beauté, mais les hommes l'adoraient. C'était une petite débutante aux cheveux noirs et aux yeux bleus, élégante, avec un beau sourire. Elle était puissante, confiante et drôle, avec une forte personnalité et un flirt incroyable, tout en restant correcte à tout moment. Exactement ce dont Prince Albert avait besoin. Bertie a trouvé sa plus proche confidente et son plus grand soutien en sa femme Elizabeth Bowes-Lyon. Depuis l'enfance, Lady Elizabeth et ses sœurs aînées entretenaient des relations amicales avec les enfants du roi George et de la reine Marie. Parfois, des membres de la famille royale séjournaient au château de Glamis. Le prince Albert est tombé amoureux d'Elizabeth à la manière d'un conte de fées, en la voyant de l'autre côté d'une salle de bal animée à Londres. Cependant, les choses n'allaient pas être faciles lorsqu'il s'agissait de conquérir le cœur d'Elizabeth. La vie royale offrait peu à la fille d'un riche aristocrate. Après plusieurs tentatives infructueuses pour la courtiser et lui proposer le mariage, elle a finalement consenti. Il est très intéressant de constater que les gens se demandent souvent pourquoi Elizabeth Bowes-Lyon était si vitupérante à l'égard de Wallis Simpson. Et je pense que la réponse à cela est parce qu'elle l'enviait. À l'époque, on se demandait si elle s'intéressait davantage à son frère aîné, Édouard, prince de Galles. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a initialement refusé Bertie. Elle voulait vraiment épouser Édouard, et sa mère était très intéressée par cette idée. Et c'est peu connu, mais Bertie a dû demander Lyon en mariage à Elizabeth Bowes à 3 reprises avant qu'elle n'accepte. On a donc l'impression qu'elle a épousé un homme de moindre importance. Bien sûr, il est devenu un homme meilleur et il est devenu roi, mais elle ne pouvait pas le savoir quand elle s'est mariée. Elizabeth aurait dit à un ami qu'il était de mon devoir d'épouser Bertie, et je suis tombée amoureuse de lui par la suite. Malgré leurs personnalités différentes, le couple a beaucoup partagé. Ils avaient tous deux un sens aigu du devoir, étaient profondément religieux, et au fil du temps, ils éprouvaient un amour affectueux l'un pour l'autre. En 1923, il a épousé la charmante Lady Elizabeth Bowes-Lyon lors du mariage de la saison. Ensemble, ils ont visité les différents domaines de l'Empire et semblaient extrêmement heureux. En tant que duc de Champ, sans la lourde épée des responsabilités royales, le jeune George menait une vie insouciante. Possédant une touche commune, il est rapidement devenu une figure bien aimée de la vie anglaise. Le couple s'est marié le 26 avril 1923 à l'abbaye de Westminster et est devenu duc et duchesse de York. On dit qu'Élisabeth a illuminé toute la famille royale avec son sourire radieux et son sens de l'humour chaleureux. George V a été décrit comme étant toujours de bonne humeur chaque fois qu'Élisabeth était proche. Le couple de jeunes mariés incarnait tout ce qu'il y avait de mieux dans la monarchie à cette époque et se présentait comme des personnages très dévoués. Sa relation avec Elizabeth Bowes-Lyon, qui deviendra plus tard reine Élisabeth, était solide et amoureuse. Ils se connaissaient depuis longtemps. Leur mariage allait de soi et ils eurent 2 filles, contrairement à Édouard et ses nombreuses liaisons, dont une relation avec Wallis. Elle lui apporta la stabilité et le bonheur qu'il recherchait, étant à la fois plus dominante que lui, tout comme Wallis était une figure plus dominante qu'Édouard, et profondément attachée à le protéger des aspects les plus lourds de la vie royale. Néanmoins, elle épousera Bertie. Il deviendrait le duc et la duchesse d'York. Et en réalité, ils incarnaient tout ce qu'il y avait de mieux dans la monarchie à cette époque. Ils se présentaient comme des personnages très dévoués. Ils ont commencé leur vie publique, visitant villes et villages, inaugurant des hôpitaux et remplissant toutes les fonctions attendues des membres de la famille royale de leur époque.
Ils ont ensuite eu 2 enfants, la princesse Elisabeth, née le 21 avril 1926 au domicile des Strathmore à Londres, 17 Bruton Street, et la princesse Margaret, née le 21 août 1930 au château de Glamis. La relation entre Bertie, Elisabeth et leur fille, Elisabeth et Margaret, était très soudée et charmante. La reine-mère et Bertie furent de bons parents malgré leurs contraintes, Bertie ayant une affection particulière pour Margaret. On a toujours dit qu'Elisabeth était sa fierté et que Margaret était sa joie. Margaret connaissait parfaitement le tempérament de son père. C'était une véritable fille à papa, terriblement gâtée et capable seule de l'apaiser lorsqu'il traversait ce que la famille appelait ses terribles grincements, manifestation de sa rage anxieuse et frustrée. Et Margaret serait celle qui pourrait en quelque sorte l'en sortir avec de l'humour, de l'amour et des blagues. Et il réservait toujours un bisou de plus à Margaret. Il a également fondé les camps d'été du duc d'York dans le but de réunir des garçons de tous horizons pour qu'ils puissent profiter de la vie et des activités en plein air. Les camps proposaient des chants communautaires auxquels ils se joignaient avec enthousiasme. La famille York est devenue une unité soudée au cours de leurs années passées ensemble. On dit souvent que George VI considérait Elisabeth comme sa fierté et Margaret comme sa joie, regardant les 2 filles avec beaucoup de dévouement et d'amour. Vu qu'elle n'était pas la première à accéder au trône, la famille pouvait éviter de se faire connaître du public. George VI, quand il était plus jeune, était dévoué à sa femme Élisabeth, la reine, et à leurs enfants Élisabeth et Margaret. Il ne cherchait pas à se faire remarquer, ni à briller publiquement, ni à attirer l'attention. Il préférait une vie familiale simple et paisible. « 1936 », c'est l'année qui a tout changé. Le 20 janvier, le roi George V est décédé subitement chez lui, à Sandringham House. Le règne de 25 ans du monarque avait vu le pays traverser la Première Guerre mondiale et la fondation de la maison de Windsor. Cependant, le dernier souffle de George V a entraîné le chaos et l'instabilité. George V fut un roi confronté à de nombreuses crises, de la Première Guerre mondiale à la montée du communisme et du fascisme, en passant par la Grande Dépression et la désintégration de l'Empire. Se présentant comme une figure de devoir, prenant ses responsabilités au sérieux et plaçant la nation avant ses propres intérêts. Le roi Édouard VIII est monté sur le trône à la mort de son père. Et même si le jeune roi était très aimé du public, le palais et le Parlement étaient d'accord pour dire qu'il n'était pas bien adapté à ce poste. Selon une ancienne tradition de la monarchie britannique, le nouveau souverain doit envoyer un message. La science m'a permis de personnaliser ce message écrit et de m'adresser à vous partout à la radio. Je pense que sa mort n'est pas seulement une immense douleur pour ma mère et pour nous, ses enfants, mais aussi une perte personnelle pour vous tous.
Le discours d'une foule immense disait qu'il régnait dans le cœur de son peuple. Il m'incombe maintenant de lui succéder et de poursuivre son œuvre. Je suis mieux connu pour la plupart d'entre vous en tant que prince de Galles, en tant qu'homme qui a eu l'occasion de connaître les habitants de presque tous les pays du monde. Et bien que je vous parle maintenant en tant que roi, je suis toujours le même homme dont les efforts constants seront déployés pour continuer à promouvoir le bien-être de ses semblables. Puisse l'avenir apporter paix et compréhension dans le monde entier, et puissions-nous être dignes de l'héritage qui est le nôtre. Que Dieu protège le roi. À la mort de son père, il a accueilli la mort de son père avec une hystérie absolue. Il lançait des objets et criait sans pouvoir y répondre. Beaucoup ont vu cela comme un très mauvais présage. Et ils avaient raison. À mon avis, Édouard VIII fut le pire roi à accéder au trône. Incroyablement égocentrique et un peu traître. Il aurait, s'il était resté plus longtemps, systématiquement fragilisé la monarchie en tant qu'institution. Stanley Baldwin, le Premier ministre, assistait à une course de point à point avec le courtisan Tommy Lascelles, tandis qu'Édouard suivait l'une des épreuves. Lascelles se tourna vers Baldwin et dit « Vous savez, monsieur, je me dis souvent que quand on attend le résultat d'un point à point, le mieux serait d'apprendre que le prince de Galles est tombé et s'est cassé la nuque. » Baldwin répondit « Dieu me pardonne, moi aussi. » Même avant son accession au trône, Édouard était perçu comme un risque pour la sécurité, principalement en raison de ses liens avec le parti nazi et de son amitié avec von Ribbentrop, futur ambassadeur britannique, considéré comme de graves menaces pour la sécurité nationale. À une époque de grande agitation internationale, la dernière chose dont la Grande-Bretagne avait besoin était d'un roi dont les motivations personnelles et même politiques étaient considérées comme suspectes. Le roi avait une liaison avec Wallace Simpson, une mondaine américaine divorcée 2 fois. L'année où il est devenu monarque, Édouard VIII a proposé d'épouser Wallis, un événement qui a déclenché une crise constitutionnelle dans l'Empire britannique. Lorsqu'il est devenu évident qu'Édouard envisageait d'abdiquer le trône pour épouser Wallis Simpson, les réactions ont été extrêmement mitigées. On pourrait le résumer ainsi. Les classes moyennes étaient horrifiées et dégoûtées de voir le roi entretenir cette relation avec une femme mariée, voire une femme divorcée, ce qui était totalement inacceptable. La classe ouvrière jugeait cela parfaitement légitime. Elle aimait le roi, souhaitait son bonheur et voulait sincèrement qu'il reste sur le trône. Édouard a prononcé un discours immédiatement après son abdication devant le peuple britannique via les ondes de la BBC. Je peux enfin dire quelques mots de mon cru. Je n'ai jamais voulu cacher quoi que ce soit, mais jusqu'à présent, il ne m'était pas constitutionnellement possible de prendre la parole. Mais vous devez me croire quand je vous dis qu'il m'est impossible de porter le lourd fardeau de mes responsabilités et de m'acquitter de mes devoirs de roi, comme je le souhaiterais sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime.
Et maintenant, nous avons tous un nouveau roi. Je lui souhaite, ainsi qu'à son peuple, bonheur et prospérité de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu protège le roi. Le roi George VI a été couronné l'année suivante, en mai 1936. Le troisième et dernier roi a régné l'année des 3 rois. Le timide Bertie a été propulsé au premier plan de la famille royale. Avec lui, sa femme est devenue reine et ses 2 jeunes filles, Elizabeth et Margaret, sont devenues les prochaines sur la ligne du trône. La vie de la famille des 4 a radicalement changé à partir de ce moment. Le devoir royal et le dévouement à la monarchie ont plutôt prévalu. Nous savons que Bertie, en tant que frère cadet d'Édouard, était très inquiet à l'idée de devenir roi. Il n'avait pas la même aisance publique que son frère. Maladroit devant les caméras et en difficulté pour prononcer des discours, il était un monarque réticent, conscient que devenir roi signifierait placer son devoir et ses responsabilités avant sa vie personnelle et familiale. Bertie serait un roi plus dévoué, épaulé par une épouse stoïque et traditionnelle, Elizabeth Bowes-Lyon. Édouard n'a pas provoqué l'effondrement du pays, mais il valait mieux pour la nation qu'il ne devienne pas roi. George V est célèbre pour avoir dit de son fils Édouard: « Après ma mort, le garçon se ruinera dans 12 mois. Et je prie Dieu que mon fils aîné ne se marie jamais et que rien ne s'interpose entre Bertie et Lilibet et le trône. » En tant qu'homme qui n'a jamais été censé être roi, George VI s'est senti submergé d'anxiété lorsqu'il est monté sur le trône en 1936. Le bégaiement constant du nouveau monarque a aggravé la situation précaire et il s'est inquiété de sa capacité à faire face à l'énorme tâche qui l'attendait. Mais avec Élisabeth à ses côtés, il a eu une source constante de force et de soutien tout au long de son règne. Je pense qu'elle a été très bonne pour lui, parce qu'il était nerveux et anxieux, et qu'elle était littéralement la puissance derrière le trône. Avant le couronnement, le duc d'York s'était distingué par sa banalité, sa femme étant sympathique mais terne. Après le couronnement, tout cela devait changer. La nouvelle famille royale a été confrontée à un emploi du temps chargé et l'a emmenée aux 4 coins du dominion britannique. Avec le temps, le roi George VI a commencé à surmonter sa timidité et il a gagné en confiance grâce au soutien continu de la reine Élisabeth. Le mémorial me semble bien conçu et finement exécuté. Il a également de la chance dans la position qu'il occupe. Il se trouve dans le contexte du château, ce qui nous rappelle une histoire longue et continue. La reine et les princesses viennent accueillir leurs invités dans le grand parc de Windsor. Et pour la dernière fois, avant qu'ils ne se dispersent à nouveau au bout du monde, les représentants du Dominion et de la colonie qui ont assisté au couronnement prennent part à une cérémonie royale. Et de tous les brillants rassemblements de ces derniers mois, le souvenir de celui-ci durera probablement plus longtemps que tous les autres. Sous la direction de Sa Majesté, chacun des invités d'honneur doit planter un chêne, un pour chaque composante de l'Empire. Désormais, cet endroit du grand parc de Windsor s'appellera Coronation Grove. Et au fur et à mesure que les années lèveront ses branches vers le ciel, un mémorial vivant dans une verdure luxuriante sera érigé pour commémorer cette heureuse première année d'un nouveau règne. Lorsqu'il est devenu roi, il a accepté sa responsabilité et compris qu'il devait y faire face. Son conseiller était Walter Monckton, déjà conseiller à 2 reprises. Avocat expérimenté et homme d'une grande honnêteté, Monckton fut fait chevalier par George VI dès ses débuts sur le trône.
Et il l'a fait dans sa propre maison privée à Piccadilly. Et il a dit à Monckton alors qu'il le faisait chevalier, « Eh bien, Walter, je ne l'ai pas très bien fait, mais c'est la première fois que je le fais. » On peut considérer la majeure partie de son règne jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale comme un microcosme. Il ne le maîtrisait pas encore parfaitement, car c'était la première fois qu'il le faisait. Même si certains, comme le chroniqueur Chips Channon, se moquaient de son manque de glamour et de charisme ou de son bégaiement, il faisait de son mieux. On voit en lui un roi qui cherchait à être à l'image de son père, et non de son frère. L'instinct de la mode de la fin des années 1930 n'est pas venu naturellement à Élisabeth, et elle n'en avait pas la silhouette. Au lieu de cela, elle a créé son style unique. Elle portait une robe de conte de fées spécialement conçue pour son rôle de reine. Mais les temps de bonheur ne dureraient pas longtemps. Au fur et à mesure que la crise de Munich se déroulait, la réalité de la guerre s'est emparée de la Grande-Bretagne. Le jour où la guerre a été déclarée à l'Allemagne a été un grand moment de tristesse et d'inquiétude pour le public britannique. Ils ont compris pourquoi ce point avait été atteint, qu'Hitler n'avait pas tenu ses promesses à de nombreuses reprises. Ainsi, Chamberlain et son gouvernement avaient dû déclarer la guerre à l'Allemagne. En cette période de crise, le public britannique attendait du leadership non seulement du gouvernement, mais aussi de la famille royale. Ils cherchaient à avoir l'assurance que tout irait bien et que le pays traverserait cette période périlleuse. En cette heure grave, peut-être le plus fatidique de notre histoire, j'envoie à chaque foyer de mon peuple, à la fois dans le pays et à l'étranger, ce message, dit avec la même profondeur d'émotion pour chacun de vous que si j'étais capable de franchir votre seuil et de vous parler moi-même. Pour la deuxième fois, dans la vie de la plupart d'entre nous, nous sommes en guerre. Je suis sûr qu'aujourd'hui, nous sommes les maîtres de notre destin. Nous défendrons notre île coûte que coûte. Nous combattrons sur les plages, sur les terrains d'atterrissage, dans les champs, dans les rues et sur les collines. Nous ne nous rendrons jamais. La popularité de la famille royale britannique a chuté pendant la Seconde Guerre mondiale pour une raison critique. C'est une période d'austérité, marquée par le rationnement, les restrictions et les coupures d'électricité, durant laquelle les citoyens ordinaires manquaient de nourriture et de biens de première nécessité. La famille royale britannique n'était pas très populaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour une bonne raison. C'était une période d'austérité, de rationnement, de contrôle et de coupure d'électricité, où les civils faisaient face à de grandes difficultés, manquant de denrées alimentaires et se voyant privés des opportunités habituelles. Et il y avait beaucoup d'antipathie et de colère à l'égard de certaines catégories d'élite de la société qui semblaient être en mesure de poursuivre leur vie normalement.
Il était donc crucial que la famille royale britannique soit perçue comme si elle souffrait également de cette guerre. Et le bombardement du palais de Buckingham à cet égard a été l'occasion de démontrer que la royauté, la couronne et le peuple souffraient ensemble. Le roi et la reine ont rendu visite sans relâche aux forces armées et aux civils et aux usines de guerre bombardées. Pour ceux dont les os et le corps étaient brisés, une visite royale symbolisait le fait que la nation britannique connaissait la situation et s'en souciait. Même les jeunes princesses participaient à soutenir le moral des Britanniques, notamment en 1940 lors de l'émission Children's Hour de la BBC, où Elizabeth et Margaret s'adressaient aux enfants du Commonwealth. Il s'agissait du premier discours public d'Elizabeth, auquel elle devait s'habituer, car elle devrait bientôt s'adresser à la nation et au monde en tant que reine. Nous savons, chacun d'entre nous, qu'au final, tout ira bien. Car Dieu prendra soin de nous et nous donnera la victoire et la paix. Et quand la paix sera revenue, souvenez-vous que ce sera à nous, les enfants d'aujourd'hui, de faire du monde de demain un endroit meilleur et plus heureux. Ma sœur est à mes côtés et nous allons tous les deux vous souhaiter bonne nuit. Allez Margaret, bonne nuit les enfants. Bonne nuit et bonne chance à tous. Le 13 septembre 1940, peu après la campagne de bombardement menée par l'Allemagne sur les villes de Grande-Bretagne, 5 bombes hautement explosives ont été larguées sur le palais de Buckingham. La chapelle royale, le quadrilatère intérieur et les portes du palais ont été touchées, et plusieurs ouvriers ont été blessés. Plutôt que de fuir la ville attaquée, le roi George VI et son épouse Elizabeth sont restés au palais de Buckingham en signe de solidarité avec les personnes touchées par le Blitz. Il s'agissait d'une décision hautement symbolique qui a fait l'objet d'une grande attention dans la presse. La reine Elisabeth a déclaré « Je suis heureuse que nous ayons été bombardés. J'ai l'impression de pouvoir regarder l'East End en face. » Hitler a même qualifié la reine-mère de femme la plus dangereuse d'Europe, alors qu'il la regardait tenir bon avec le roi George VI au palais de Buckingham, malgré les bombes qui pleuvaient sur Londres. Le palais de Buckingham a été touché à plusieurs reprises pendant la Seconde Guerre mondiale. L'incident le plus marquant survint assez tôt dans le conflit, lorsque des bombes tombèrent si près de George VI, de la reine Elisabeth et de leur secrétaire particulier, Alec Harding, que quelques hasards seulement les ont épargnés d'une mort certaine. C'est particulièrement intéressant, car l'assaillant connaissait exactement ce qu'il faisait. Il savait où se trouvaient le roi et la reine dans le palais, et visait avec précision ces lieux. Il y avait donc clairement quelqu'un agissant sur la base de renseignements, ce qui n'aurait pas été accessible au grand public et certainement pas à l'Allemagne nazie. La question qui se pose alors est la suivante. Comment ces renseignements ont-ils pu être obtenus s'il n'y avait pas quelqu'un pour les transmettre, quelqu'un capable d'indiquer précisément comment bombarder Buckingham et viser la famille royale ? Et bien sûr, la question est de savoir si Édouard voulait vraiment voir George VI et la reine tués. Je ne sais pas si cela répond à la question, car d'un côté, il n'aimait pas son frère et lui en voulait, mais pouvait-on vraiment le qualifier de traître? Je ne sais pas, mais on peut dire que ces actes, même s'ils n'étaient pas délibérés, relevaient certainement de la traîtrise. Le roi et la reine ont échappé de peu à la mort. Et ce ne fut pas uniquement par chance. À un moment donné, les fenêtres étaient restées ouvertes, ce qui n'aurait probablement pas été le cas en temps normal. Si elles avaient été fermées, elles auraient éclaté en milliers d'éclats de verre, qui auraient très certainement tué toutes les personnes présentes dans la pièce. Après le bombardement du palais, ils étaient tous deux profondément effrayés. Le roi nota dans son journal qu'ils n'arrivaient pas à croire ce qui s'était passé et qu'ils avaient eu une chance incroyable d'en réchapper. Pourtant, quelques jours plus tard, il écrivait encore qu'en regardant dehors, il n'oubliait pas la bombe qu'il avait vue. Il est clair que cela a eu un effet traumatisant sur eux deux. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, après le bombardement du palais de Buckingham, lorsqu'ils se rendirent dans l'East End pour constater les dégâts, la reine déclara « Je suis heureuse que nous ayons été bombardés, car cela me permet de regarder l'East End en face. » Il y avait un véritable sentiment que les frontières traditionnelles s'effaçaient, avec l'impression que tout était désormais lié. Le roi et la reine insistaient sur le fait que la famille royale et le grand public britannique étaient ensemble dans cette guerre, partageant un même sentiment de sacrifice qui rapprochait la couronne du peuple.
Ce que l'on observe avec le roi et la reine, c'est qu'ils se sentaient vraiment solidaires de leur sujet. Ils savaient qu'ils auraient pu être tués comme n'importe qui d'autre. Et même si certaines de leurs actions avaient un effet publicitaire, ils croyaient sincèrement à l'idée de se tenir aux côtés des citoyens bombardés, partageant leurs épreuves. Car ils savaient qu'ils risquaient autant, sinon plus, d'être bombardés que n'importe qui d'autre. Une fois de plus, les Londoniens qui ont connu des nuits de terreur retournent dans leurs maisons bombardées. Les monarques bien-aimés de Grande-Bretagne entrent en scène peu de temps après avoir de nouveau fait preuve de sympathie humaine pour leur sujet, dont le courage n'a jamais été ébranlé. Mais le roi, la reine ou l'humble citoyen, tous vétérans du Blitz, démontrent une fois de plus que Londres peut encore le supporter. Le 2 septembre 1945, la Seconde Guerre mondiale a pris fin. L'ennemi qui a poussé toute l'Europe à la guerre avait finalement été vaincu. Le jour de la victoire, le couple royal se tenait sur le balcon du palais de Buckingham. Leurs filles les ont rejoints avant d'errer secrètement dans les rues de Londres et de crier avec la foule pour que le roi sorte. Mais les célébrations n'ont pas duré longtemps. Le roi savait que lui et son Premier ministre avaient la lourde tâche de reconstruire le pays à partir des décombres. Tant de vies avaient été perdues et d'énormes privations économiques et sociales existaient. L'ennemi qui a poussé toute l'Europe à la guerre a finalement été vaincu. Mais à cette heure où l'effroyable ombre de la guerre s'est dissipée loin de nos maisons et de nos foyers dans ces îles, nous pouvons enfin faire une pause pour action de grâce, puis nous concentrer sur les tâches, dans le monde entier, que la paix en Europe entraîne. Tout d'abord, souvenons-nous de ceux qui ne reviendront pas. Leur constance et leur courage au combat, leur sacrifice et leur endurance face à un ennemi impitoyable. Souvenons-nous des hommes de tous les services, des femmes de tous les services qui ont donné leur vie. Nous sommes arrivés à la fin de notre tribulation. Et ils ne sont pas avec nous au moment où nous nous réjouissons. Le roi a toujours gardé un visage optimiste et courageux pour le bien de son peuple, même s'il connaissait les sombres vérités de la réalité, un trait pour lequel sa fille aînée, Élisabeth, l'idolâtrait. Cependant, le fardeau d'être roi peut parfois être trop lourd à porter pour un seul homme, ce qui entraîne une détérioration rapide de la santé de George. Le roi et la reine se présentent pour une belle réception, en compagnie de la princesse Élisabeth, aujourd'hui âgée de 19 ans, et de la princesse Margaret Rose, aujourd'hui âgée de 15 ans. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne, qui sort de la guerre avec un fier sens du devoir bien fait, est confrontée aux graves problèmes de la paix. Le peuple britannique s'est réjoui à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les pères, les frères et les fils pouvaient rentrer à la maison. Cependant, le temps de paix s'accompagne de nouveaux défis, de nouvelles instabilités et de nouvelles façons de penser. L'Empire britannique s'est effondré et le rôle du monarque britannique a commencé à changer. Les Premières et Secondes Guerres mondiales ont été désastreuses pour l'Empire britannique, car elles ont exercé d'énormes pressions sur son économie. Il est également vrai que, pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux hommes venus des colonies sont venus combattre pour la Grande-Bretagne contre les forces fascistes, convaincus de défendre la démocratie et les idéaux de liberté et d'indépendance. Mais, une fois la guerre remportée, ces hommes rentrent dans leurs colonies et restent privés de liberté et d'indépendance. Cette contradiction nourrit les mouvements indépendantistes et renforce leur lutte pour une véritable autonomie.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire britannique a rapidement fait la transition vers le Commonwealth des nations modernes. La déclaration de Londres de 1949, qui lui a donné le titre de chef du Commonwealth, constitue un moment clé de changement pour le roi. Autrefois empereur, il détient aujourd'hui un titre plus diffus et moins précis, mais reste une figure symbolique essentielle au sein de ce que nous appelons désormais le Commonwealth. Avec la reine Elisabeth à ses côtés, George VI est devenu le premier monarque à détenir le titre de chef du Commonwealth. Il s'est efforcé d'unifier les nations membres, de promouvoir l'égalité dans des anciennes colonies britanniques et de laisser un héritage durable à son héritier. L'état de santé du roi George s'est rapidement détérioré dans les années qui ont suivi la guerre. Conscient de son manque de temps, il s'est efforcé de préparer Élisabeth au plus grand devoir de sa vie. On peut dire que deux facteurs ont nui à la santé de George et provoqué sa mort prématurée. D'abord son accession au trône, puis le stress qu'il a subi pendant la Seconde Guerre mondiale. Car si la guerre n'avait jamais eu lieu, si un accord de paix avait été conclu avec Hitler, il aurait peut-être vécu plus longtemps. Mais il a dû affronter un stress et une pression extrême. On peut comprendre pourquoi. Confronté à un tel niveau de traumatisme, il était difficile de s'en remettre. George VI, déjà fragile dans sa jeunesse, est tombé gravement malade après la Seconde Guerre mondiale. Le stress du conflit pesait sur lui, il fumait beaucoup et en 1945, sa santé était en très mauvais état. Vers la fin de sa vie, George savait qu'il était gravement malade. Il était conscient de sa consommation excessive de cigarettes et d'alcool et savait que sa santé était fragile. Mais d'un autre côté, ses médecins lui assurèrent que les opérations qu'il avait subies avaient réussi. Une grande partie de ses poumons avait été retirée pour tenter d'améliorer sa santé. On lui a donc caché qu'il était en train de mourir, mais il était largement admis parmi les hauts courtisans qu'il ne lui restait que peu de temps et qu'Élisabeth deviendrait reine bien plus tôt qu'on ne l'aurait imaginé. Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. Mais je n'aurai pas la force de mettre en œuvre cette résolution seule si vous ne vous associez pas à moi. Le 20 novembre 1947, l'héritière et fille aînée de George VI épousa le prince Philippe Mountbatten de Grèce et du Danemark. Mais lorsque la jeune princesse a entrepris une tournée au Kenya avec son mari en 1952, elle ne s'attendait pas à revenir en tant que reine. Maintenant, la princesse Élisabeth, que nous connaissions et aimions, revient parmi nous en tant que reine. Devant son avion, son gouvernement et les dirigeants des autres partis la saluent. Aucune reine n'a jamais eu de conseiller aussi prédéterminé à donner le meilleur d'eux-mêmes. Aucune reine n'a jamais eu un peuple aussi dévoué. Le roi George VI est décédé dans son sommeil, au domaine de Sandringham, le 6 février 1952, 7 ans seulement après la fin du plus grand conflit de l'histoire. Sa mort soudaine a brisé les cœurs du monde entier, et la nation a pleuré son roi bien-aimé. Devant la reine, sa fille, la reine veuve, sa femme, George VI retourne dans sa triste capitale.
Et avec, sur le cercueil en chêne, se trouve une couronne blanche représentant sa veuve. Le décès de George a été une profonde perte pour sa femme Elizabeth. À l'âge de 51 ans, elle a été bouleversée par le décès de son plus grand amour et partenaire. Malgré son chagrin, elle a trouvé un nouvel objectif en soutenant la nouvelle monarque, sa fille, la reine Élisabeth II. Sa résilience et son dévouement envers la famille royale et son pays pendant cette période difficile ont renforcé son héritage en tant que pilier de la force et de la continuité de la monarchie britannique. 200 ans ont profondément transformé la civilisation du monde. Élisabeth a vécu plus d'un demi-siècle. Elle a continué à élever ses filles avec les mêmes valeurs que celles que George avait adoptées à l'époque. Atteignant l'âge de 101 ans, la mère de famille a représenté non seulement la Grande-Bretagne et l'Empire, mais aussi tout un siècle d'histoire humaine. À sa mort, les gens ont parlé de la fin d'une époque, du fait que les choses ne seraient plus jamais les mêmes, de la Grande-Bretagne en train de changer à jamais. Le drapeau de l'Union flottait en berne à Windsor. Plus tard, les gens ont afflué en grand nombre pour déposer des fleurs et laisser des messages en hommage à la femme devenue symbole du XXe siècle, profondément enracinée dans la vie de la nation et du Commonwealth. Mais bien que leur vie commune ait été écourtée, l'amour d'Élisabeth pour George ne s'est jamais estompé. Il reste l'un des couples royaux les plus importants de l'histoire britannique, dont le partenariat a été crucial pour empêcher l'effondrement de la monarchie et maintenir la stabilité et l'espoir à travers le pays.